Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le sacro-saint rendez-vous du BDS, tous les jours en fin d'après-midi, le rendez-vous des supporters de l'Olympique de Marseille, avec la fine équipe au rendez-vous. Bonsoir Steph Martins. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut les gars. Sans surprise, l'Olympique de Marseille s'est incliné à Paris sur le score de 3-1. Oui, mais l'Olympique de Marseille n'a pas baissé les yeux. Oui, tu n'as pas baissé les yeux. Après, on ne va pas se réjouir d'une défaite face à Paris. Parce qu'il y a d'autres équipes qui ont su les accrocher. Après, on sait que quand ils jouent contre nous, ils se mettent en mode Ligue des Champions. On a pu les embêter, on a su les mettre en difficulté. Mais voilà, il va falloir à un moment donné que cette série noire s'arrête et qu'on arrive à reprendre le dessus. Pour tout ça, il va falloir travailler intelligemment lors des prochains mercatos et monter en puissance. Et là, certains supporters qui suivent eux aussi le BDS, certains supporters parisiens qui suivent le BDS peuvent nous dire oui, vous avez joué sans baisser les yeux, mais vous en avez pris 3 comme au match aller. Oui, mais attention qu'un jour le rideau ne se baisse pas sur le Qatar. Ils vont te dire, ça fait 26 ans que... Pas 26 ans, mais ça fait un bon moment que... S'ils me disent, je leur réponds. Voilà, aujourd'hui, vous avez un Qatari qui a investi 500 milliards de milliards. C'est bon. Voilà, il y a des lingots d'or qui pleuvent. Un jour ou un autre, attention que la trappe elle s'ouvre et vous risquez de tomber. Et attention qu'à la chute, c'est pas descendre du nuage, c'est du tomber du nuage. Donc c'est différent. Je trouve qu'Olympique de Marseille fait du bon boulot, fait du très très bon boulot. On est en phase de progression. Nous, ce qui nous faisait peur, c'est de ne pas faire le même match que nous avions fait au match aller où on a été transparent. L'Olympique de Marseille a montré de belles choses. On va aussi rajouter aux supporters parisiens qu'on avait beaucoup d'absents, des blessures, des gens qui sont importants à notre système, notamment Murillo, notamment Ribéry, notamment Bennacer, qui sont pour nous des pions essentiels à notre équipe. Et malgré tout, effectivement, on a tenu tête pendant un petit moment à cette équipe parisienne. Ensuite, j'aurais bien aimé voir le match si Lirola n'avait pas mis ce tir plein de lucarne. Et peut-être qu'on aurait eu un 2-1 ou peut-être un 2-2. Mais grand bien vous fasse. Ils ont les 3 attaquants de l'équipe de France. Les gars, il n'y a que des internationaux. Mais oui, mais attention. Toi, tu es aussi plein de contradictions. Pourquoi ? Des fois, Steph. Dis-moi. Parce que tu fais partie de ce genre de supporters qui disent oui, il n'y a pas d'arrangement, pas de totem d'immunité quand les joueurs de l'OM ne mettent pas les ingrédients et ne se mettent pas à plat ventre pour l'équipe. Il n'y a pas d'état d'âme, ils vont faire un petit tour sur le banc de touche. Et pourtant, dimanche soir, tu faisais partie de la team qui rouspétait, après Roberto De Zerbi, de ne pas avoir titularisé Mason Greenwood. Et je rouspète encore, c'est tout, parce que ce genre de joueur-là, quel joueur sur le 11 de départ, hormis Gouiri, peut éliminer ? Dis-moi. À part Enrique, mais Enrique, on sait qu'il n'a pas la vitesse de percussion, de dribble de Mason Greenwood. Tu l'as vu dès qu'il est rentré de toute manière. Il prend le ballon, il fait 40 mètres, il frappe, ça passe juste au-dessus de la barre. Comment tu peux te permettre dans ce genre de match-là de te passer de ton meilleur buteur et de un de tes meilleurs joueurs, voire le meilleur de ton effectif ? Voilà, moi, c'est ça qui me gêne. Donc, tu as des éléments, certes, peut-être que, mais au bout d'un moment, alors, pourquoi on a fait jouer Enrique ? Autant Enrique que Greenwood, De Zerbi a eu les mêmes propos pour les deux joueurs. Peut-être que c'est pas sur le même dosage que les reproches se font. Mais il a eu les mêmes propos. Donc moi, j'aurais aimé voir cette équipe-là avec un Mason Greenwood et avec surtout sa qualité de percussion et de vitesse balle au pied qu'il a. C'est juste ça. Pour moi, on s'est tiré une balle dans le pied. Donc j'ai pas trouvé logique. Maintenant, quand il est rentré, il a pas fait une mauvaise entrée. Mais si tu veux atteindre tes objectifs, il ne faut pas commencer à le laisser encore sur le banc. Il va falloir qu'il joue, le mec. Jaco, il y a un souci avec Mason Greenwood Je pense. Mais par contre, où je suis de l'avis différent du coach, c'est que quand tu as ce genre de joueurs, ce sont des joueurs capricieux, ce sont des joueurs différents. Et quand tu as un staff élargi, le staff il doit être en capacité de gérer ce genre de joueurs. Quel est son problème ? Quel est son manque d'implication ? Pourquoi ? Ensuite, Marco, il y a des joueurs
qui, à l'entraînement, sont pourris, comme ça. C'est depuis la nuit des temps. Il y en a qu'à l'entraînement, ils font pas le travail, ils rechinent toujours à traîner les sabots. C'est toujours très difficile à les tirer. Quand il fait froid, quand il pleut, quand il y a du vent, j'ai trop de ci, j'ai trop de l'autre. Tu vois, il y a notamment un joueur qui s'appelle Ludovic Giuli, qui à l'entraînement, les entraîneurs qui l'ont eu, c'était catastrophique. Ça l'a pas empêché de jouer au Barça, à Monaco, et d'être un très très grand joueur. Donc ces joueurs-là, il faut les traiter différemment. Et c'est toujours un joueur capable de changer le cours d'un match. Le problème qui se passe, c'est que si tu mets Greenwood sur le banc, et qu'à sa place, tu mets un joueur qui plus ou moins a ses capacités, à la limite, oui, mais là, tu remplaces Greenwood par Nadir. Excusez-moi, même si j'adore le petit, je pense qu'il a quand même encore des marches, une marge de progression qui est énorme. Eh bien, à ce moment-là, tu fais offense à Greenwood. Ce joueur-là, il est capable de tout ce que tu veux. Contre Nantes, les gars, excusez-moi, mais c'est lui le joueur décisif. Bien sûr. Si c'est lui qui est quand même auteur de la passe fantastique sur Valentin Rongier, c'est lui qui est auteur du deuxième but qui se procure tout seul. Donc si tu as gagné contre Nantes, c'est grâce à lui. Alors même s'il a fait une semaine pourrie d'entraînement, je suis content de l'avoir avec moi. Certains observateurs n'hésitent pas à faire des raccourcis et des comparaisons avec la gestion du cas Jonathan Klaus la saison dernière. Est-ce que vous trouvez des comparaisons justement à faire? Non. Comme vient de le citer Jacques, c'est un joueur à part. Même si Klaus est un joueur international, mais on voyait qu'il avait pas la tête sur toute la saison au football. Il y avait pas mal de sorties extra-sportives et tout. C'est pas ce qu'on entend sur Greenwood. Après, on va pas rappeler qu'il vient d'avoir un bébé aussi il y a pas longtemps. Donc, comme le dit souvent Jacques, on pense souvent, et moi le premier, ballon terrain, mais il y a une vie aussi en dehors. Est-ce qu'il récupère bien? Est-ce qu'il a pas des soucis personnels? Est-ce qu'il se lève la nuit pour faire le bibi? Non, mais on le prend en compte ou pas? Pourquoi tu me regardes comme ça, Jacques? Dors 2-3 fois vraiment pas bien dans la semaine, on va voir si tu es en forme. Donc, et eux, à ce niveau-là, comme on le répète souvent, c'est des athlètes de très très haut niveau. Et je pense qu'il suffit de rien pour que tu sois un petit peu en deçà physiquement et tu n'arrives pas à faire ce que tu fais d'habitude. Tu le disais tout à l'heure, Roberto De Zerbi a préféré pour ce classico Bilal Nadir. Début de match très compliqué. Après, il y a eu un peu de mieux. D'une manière générale, comment tu l'as trouvé pendant sa prestation? Moyennasse. Voilà. Moyennasse, un début très très compliqué, perdu beaucoup de ballons. Je pense que pour ce jeune joueur, il n'a pas encore les capacités à faire ce genre de rencontre. Voilà. Après, au fil du temps, il a commencé à montrer de belles choses. Mais voilà, après, il est redevenu un peu intéressant. Mais c'est pas un Greenwood qui peut, par une accélération, par un talent, un passement de jambes, arriver à te marquer un but. Il n'a pas encore ce niveau-là. Et franchement, oui, et bon, il a fait le remplacement que le coach lui a demandé, mais ça a été difficile. Est-ce que c'est pas justement dans ce genre de match qu'il faut leur faire franchir des steps? Est-ce que la marche est trop haute? Ou est-ce que justement, quand tu as des jeunes joueurs en devenir, au contraire, il ne faut pas hésiter à les faire monter en charge, y compris dans des matchs de gala comme des classicos? Moi, je dirais non, parce que c'est un match quand même où tu vas essayer de te jauger sur la meilleure équipe du championnat. Donc, tu essayes de mettre tes forces en présence. Après, oui, Nadir montre de belles choses, mais on l'a vu, il porte trop le ballon. À un moment donné, tu as Gouiri, quand ils sont au niveau du rond central, qui fait un appel, il doit lui remettre à une touche, et il porte, et derrière, on perd le ballon. Et tu l'as vu juste après, Paris, qu'est-ce qu'ils font? Une passe dans la profondeur, en une touche, et Dembélé, il va au but. C'est ça que j'ai reproché. Il portait trop le ballon. Et derrière, après, à ce niveau-là, tu perds vite les solutions. C'est ça, il aurait dû jouer beaucoup plus rapidement. Après, bien sûr qu'on a vu quand même de belles phases de jeu. Mais oui, dans ce match-là, face à cette équipe-là, je l'ai trouvé moyen aussi. Kondogbia a été de retour au milieu de terrain par la force des choses avec tous les absents. Comment vous l'avez trouvé et à quel endroit vous le préférez désormais? Il n'y a de progrès. Il a été très intéressant. Alors, on va expliquer, Kondogbia, jusqu'à présent, il joue défenseur central, régulièrement. Là, il est repositionné contre le Paris Saint-Germain, milieu de terrain. Alors, par la force des choses, il est repositionné. Les premières minutes, je l'ai trouvé très, très, très intéressant dans la récupération, dans l'organisation, capable de dribbler, capable d'éliminer. Beaucoup de gens ont dit, ouais, sur le but, il n'est pas irréprochable. Je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter aussi de s'en prendre aux joueurs et de ne pas s'en prendre au coach. Quand tu fais une défense à 3,
tu as des risques de voir les ballons partir dans ton dos. Quand je vois sur le but aussi Balerdi, il est obligé de se positionner d'une certaine façon. S'il se jette sur le porteur, il n'y a plus personne derrière lui. Il faut aussi comprendre que personnellement, si on avait fait une défense à 4 différente, alors je dis peut-être qu'on en aurait pris 5, attention, il faut aussi raison garder, comme on dit, parce que c'est facile, on le dit régulièrement, de pouvoir parler après coup. Mais personnellement, j'ai trouvé un Geoffrey Kondogbia très intéressant, et moi personnellement je comprends pas qu'on puisse lui reprocher ce qu'on lui reproche, c'est pas possible. Tu as vu le même match que non, moi que j'ai pas aimé. Oui, au début, oui, il était là, il était présent physiquement et tout, mais après il a flanché petit à petit, et pour moi les 2 buts sont pour lui. Au début, il se fait prendre de la tête alors qu'il rentre presque 25 cm au milieu parisien, et deuxièmement, tu as Fabien Ruiz qui part sur 25 mètres tout seul, tout le monde le regarde et tu te demandes où il est. Donc voilà, c'est chaud quand même, c'est sévère. Les 2 buts sont pour lui. Regarde les images et tu verras. Voilà. Fabien Ruiz, à la base, c'est lui qui est au marquage. Il te fait 15-20 mètres tout seul, et c'est ce qui fait qu'il prend la profondeur et personne ne le suit. Donc à la base, c'était à lui de le suivre et de le prendre. Et sur le premier but, pareil, tu te fais aspirer. Et moi, il y a eu des choses, et je rejoins Jaco. On savait ce qui pouvait nous faire mal, c'était la rapidité des offensifs parisiens. Et j'ai l'impression qu'on a tout fait pour leur donner ce choix-là. Tu le vois, tous les ballons sont partis dans la verticalité et dans la profondeur. Et à chaque fois, ça a fait mouche. Donc, après, il a dit de Zerbier qu'il n'allait pas changer, ça a été catégorique en conf de presse, il en a parlé aussi. Mais voilà, comme le dit Jacques, autant avec ce qu'on dit après coup, c'est trop facile de dire il aurait fallu, mais autant on en prendrait 6. Quand tu as des couloirs comme qui sont occupés par des joueurs comme Mendes et Hakimi qui vont à 250 à l'heure, il faut arrêter de croire que tu puisses les contrer. C'est les gars, même si tu mets toute l'énergie que tu veux, si le mec il court plus vite que toi, court plus vite que toi. Ils sont plus forts que nous, ils sont plus rapides que nous. Pour les contrer, personnellement, c'est ce que modestement, je préconise de faire une défense à 4, même si quelquefois on défendait à 5 en phase défensive, c'est-à-dire quand le ballon était dans notre camp. Mais eux, de ça, ils n'ont pas voulu, ils ont préféré partir de plus haut pour pouvoir profiter de notre défense à 3. C'est aussi ça qui est gênant. C'est pour ça que quelque part, ça me gêne. Moi, à aucun moment, je peux mettre les 2 buts sur la tête de Kondogbia. À aucun moment. Kondogbia est un milieu de terrain défensif. Je pense qu'après lui, il y a des défenseurs. Après lui, il n'est pas seul à être fautif sur le. On ne peut pas lui impliquer les 2 buts, c'est pas possible. Un mot sur la banderole pourrie sortie au Parc des Princes à destination d'Adrien Rabiot, de sa maman et malheureusement de son père décédé. L'OM s'est associé à la plainte de la famille Rabiot. Est-ce que vous trouvez ça logique? Oui, c'est logique. En tout cas, ça a été vraiment très très bien ressenti par la maman qui a trouvé l'attitude du club très élégante. C'est logique de soutenir son joueur et sa famille, voilà. Et on va pas le dire et le répéter ici, mais s'attaquer à des personnes qui sont décédées, c'est tout simplement dégueulasse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Après, tout ce qui est chambrage, tout ça, ça a toujours existé, ça existera toujours, mais il y a quand même certaines limites, je trouve. Et donc maintenant que le club se soit associé au joueur et à sa mère, je trouve cela très 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 logique. Un truc qui est surprenant quand même, Benoît Payan a insisté sur le fait de réclamer à minima des excuses de la part du club. Pour l'instant, il n'y a pas eu le début d'une excuse, même si effectivement c'est pas Nasser qui a sorti la banderole. À un moment donné, quand il y a des comportements dans un stade, c'est la responsabilité du club. À aucun moment le club parisien pour l'instant n'a intégré un début d'excuses. Alors, on va commencer déjà par ordre à nos amis parisiens. On va leur dire que de leurs 3 points, ils les gardent, parce que j'entends les gens, ils veulent récupérer 3 points, vous avez gagné le match, gardez-le. Deuxièmement, Adrien Rabiot, il fait partie de la famille olympienne, et nous, les Latins, les Marseillais, quand tu touches à notre famille, tu touches à notre intégrité et tu touches à notre cœur. Adrien Rabiot et sa maman, ils ont tout notre soutien. C'est catastrophique ce qui a été fait. Pour le reste, Marc, j'ai envie de croire qu'ils vont être punis. Parce que les Niçois qui ont sorti une banderole pourrie, ils ont été sanctionnés. Oui, ils vont prendre une amende. Non, ils ont été sanctionnés lourdement avec des suspensions de tribune. Il y a la tribune, elle a été suspendue pendant 3-4 matchs. Ça a fait quand même une révolution. Si là,
il se passe rien avec ce qu'ils ont essayé écrit. Ils ont fait. Non, mais le message, il a été abominable. Ah, ouais, c'est clair. S'il se passe rien, alors moi, je sais très bien que Nasser, il a une certaine puissance. Mais là, je pense que là, on est en train de nous faire voir que c'est pas de la puissance, c'est-à-dire que c'est le patron. Quand je vois ces images où notre ami Vincent, il est à côté, je pense que c'est le secrétaire de Nasser. C'est le secrétaire, il est en train de lui dire tu m'écriras ça, note bien ça, et l'autre il est là avec ses cheveux longs là, en train de dire ouais mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais t'as pas vu là ce qui vient de se passer? Non mais les gars, Nantes à la base ne voulait pas reporter le match. Mais c'est match reporté. Marco, on en est là. les gars, vous me faites énerver. Mais c'est une dinguerie. Mais si tu as un peu de respect, mais toi, avec tout ce qui se passe dans le football, avec tous les médias sont en train de le dire, mais décale-toi, à côté d'être tonton là, c'est insupportable. Quand on voit quand même le déroulement de ce classico, quand on voit effectivement la supériorité des Parisiens, on se dit quoi? On se dit qu'il y a un gap énorme avant de pouvoir rivaliser un jour avec moi, le je vais PSG. te dire, parce qu'au bout d'un moment, c'est trop facile. Il y en a qui chantent, ils sont contents. Tant mieux pour eux. Comme il a dit, le match, moi, il n'y a pas de match arrêté. Tu le joues, tu l'as perdu sur le terrain, tu l'as perdu, point final. Après, comme je dis, sur certains trucs, il y a des limites, mais sur d'autres, ça reste du chambrage. On peut revenir aussi sur le champ. Très raciste. Voilà. Et cela, il y a eu des annonces, ça continue. Ah ouais, c'est passé complètement inaperçu ce truc. Turpin l'a dit, moi j'ai rien entendu. Tout s'est bien passé. C'est pas comme Karim. Tout s'est bien passé. Donc au bout d'un moment, je veux bien. Après que tu insultes, que il y a 50 arbitres, il y a 50 sur le dégagement, délégués. oui, que ça se chambre, il y a toujours eu des chants un peu. Mais c'est toujours entre guillemets des insultes, on va dire, de bas niveau. Tu vois. Mais là, c'est à connaissance raciste. Le 3/4, je suis sûr qui chantent ce chant-là ne connaissent pas l'origine. Donc, au bout d'un moment, il y a des choses qu'on peut tolérer et d'autres non. Voilà. Tout ce qui touche à la personne, à l'intégrité des gens, ça doit pas être toléré dans un stade. Mais pour revenir, comme je dis Jaco, jamais de la vie, nous on demande à ce que le match soit perdu ou quoi que ce soit. Ils l'ont gagné. Ils sont meilleurs que toi, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de chanter. Vous avez la masse salariale la plus importante d'Europe. Vous mettez 100 millions d'euros à Manchester City. Ils ont 4 fois le budget de l'Olympique de Marseille à l'heure où on parle. Ils ont dumpé leur sponsoring. Il a été reconnu derrière que normalement ça devrait être divisé par 10 ou par 20 par rapport au financement qu'ils ont eu. Et encore ça chante pour gagner la Ligue 1. C'est l'argument principal qu'on met en avant. Mais c'est des vérités. Quel plaisir tu prends à ça? C'est des vérités. Mais ce que certains nous mettent dans la bouche, c'est quoi aussi, c'est de se dire, Auxerre, vous n'avez pas de problème de budget. Vous en avez pris 6. Qu'est-ce que j'ai dit pendant le débrief? Ils vont te dire oui, le budget c'est l'argument que vous mettez en avant. Mais parce que c'est une vérité quand même. Voilà. C'est vrai. Comment l'OM peut acheter Gvara à 70 millions au mercato d'hiver? Vas-y, dis-moi quand on le fait. Dis-moi. Bien sûr que moi, même Enrique il a dit oui c'est vrai, on a beaucoup d'argent, mais et encore heureux qu'ils disent ça. C'est légitime. Il a dit moi je suis très content de pouvoir acheter les meilleurs joueurs du monde et s'il y en a un qui va pas bien, j'en prends un autre. Mais quand c'est comme ça, et tant mieux pour eux. Mais va pas chanter derrière. Va pas chanter quand tu as 4 fois que tu mets 600 millions d'euros au deuxième budget du championnat de France. Le mec il achète un restaurant, il met 5 chefs étoilés et il y a la sortie, tu dis finalement ce qu'on mange c'est pas mauvais avec un panini. Le mec non mais voilà. Toi tu ouvres un burger, il faut que ce soit meilleur. Je te le dis, c'est pas de la jalousie, loin de là, c'est pas de la jalousie parce que jamais dans la vie je veux ce qu'ils ont, jamais dans la vie je te le dis. Laisse-moi avec ce que j'ai. Mais maintenant moi ce que je demande à la direction de l'Olympique de Marseille, c'est d'arrêter toutes les saisons, de changer 80% de ton effectif, de rechanger l'entraîneur, le staff, et de partir sur un projet cohérent, en ayant des objectifs très élevés. Et oui, tu n'as pas 200, 300, 400 millions pour le mercato, mais tu as quand même une rentrée d'argent qui peut, si tu travailles intelligemment, petit à petit, réduire cet écart-là. C'est ça. Bravo, félicitations. Il me faut une tractée en reportage. Tout ça pour gagner la Ligue 1, la Coupe de France. Est-ce que les 3 défaites en 4 matchs récentes font du mal au mental? Oui, moi le premier.
Moi, le premier, parce que les défaites, elles ont été difficiles à digérer contre des équipes largement à notre portée. Oui. On est dans le creux de la vague, mais vraiment le creux. C'est pour ça que ce match-là, quelque part, il me fait un peu ressortir un peu de passion, parce que quand je vois le match qu'on a été capable de faire contre Lens, même qu'on m'explique pas le bloc bas, c'est pas vrai. Il faut arrêter avec ça. Contre Auxerre, il faut arrêter avec ça. Il faut mettre en sorte une stratégie pour essayer de battre ces équipes-là. Contre Nantes, il a fallu un Greenwood performant. Autrement, on passe à la cave. Donc, je pense que le coach doit prendre conscience que contre les petites équipes, il faut arriver à changer de système. Oui. Qu'est-ce qui nous interdit d'avoir 2 attaquants, les gars? Moi, contre Lens, je veux pas avoir 2 milieux récupérateurs, j'en veux qu'un et je veux un attaquant supplémentaire. C'est la loi des nombres. Quand tu as une défense adverse qui est plus nombreuse, tu mets des attaquants plus nombreux. Bien sûr. Mais à la fin, Marco, il en met chaque fois contre ces petites équipes 5 attaquants. Mais si tu n'as pas des pourvoyeurs de ballon, tes attaquants, ils n'ont pas de ballon. Donc, je pense que là, le Roberto De Zerbi doit progresser. Pour parler de cette fin de championnat, l'OM jouera Monaco, l'OM jouera Lille, mais les concurrents directs vont aussi avoir des confrontations directes. Tout le monde pourra perdre des points. Mais comme je le dis, et pour revenir là-dessus, et après on arrête de parler d'eux, Paris, c'est 6 points dans une saison. C'est que 6 points. Donc, comme on vient de le citer là, comment tu peux perdre des points face à Auxerre, face à Strasbourg, face à Reims? Ça, en tant que supporter de l'OM et avec le budget et l'effectif que tu as, moi, je ne le comprends pas. Et je rejoins Jaco, au Vélodrome, j'en ai marre de voir 8 joueurs ou 9 à vocation défensive et un seul attaquant quand tu reçois Auxerre. Moi, je comprends pas. Normalement, ces équipes-là, tu dois leur rentrer dedans dès le début et tu dois les étouffer. Et si tu dois faire souffler, tu fais souffler en seconde mi-temps. C'est pas, tu joues, on est tranquille en première et à chaque fois, tu regardes dans les stats, c'est ce qui sort. Souvent, tu marques entre la 60e et la 75e, voire la 80e. Et la première mi-temps, c'est souvent, voire très souvent, des matchs nuls. Que ce soit une grosse équipe ou une petite équipe en face. Donc, au bout d'un moment, quand tu es au Vélodrome, tu dois envoyer un message à l'adversaire de par ta compo que tu vas lui marcher dessus. Et en plus, je dirais, il y a 9 joueurs vocation défensive, parce que Rabiot peut faire le travail défensif. Donc, je dis et je répète devant tout le monde, Greenwood, ne défends surtout pas. Non. Toi et Guiri, je ne veux pas vous voir toi, défendre. tu donnes des consignes. Toi, si De Zerbi lui donne... je peux avoir ma pensée. Il doit garder l'énergie. Qu'il fasse un écran, ok. Mais après, il y a des joueurs comme Lionel Messi, des joueurs comme Karim Benzema, Ils défendaient des pas beaucoup, ces talentueux gens-là. qui étaient numéro 9. À l'époque, les gens, Jean-Pierre Papin, tous ces avant-centres, est-ce qu'à un moment donné, ils défendaient? Ils étaient meilleurs buteurs. Ils te faisaient le premier pressing, Voilà, après, est-ce que basta. tu as vu Mbappé quand il est à l'axe et Zlatan Ibrahimovic, est-ce qu'ils défendent, Marco? C'est leur rôle, c'est de marquer. Parce que maintenant, il faut qu'ils défendent, il faut qu'ils attaquent, il faut qu'ils récupèrent. Stop. Quand tu as un joueur comme ça, je le rejoins. Tu fais le premier écran, voilà, pour gêner la relance, mais après, tu te frappes pas un sprint de 30 mètres pour récupérer le ballon. Tu as Djibé Onam derrière, qui sont là, normalement, pour ça. Et souvent, quand tu as un milieu étoffé, et notamment avec des joueurs dits plus défensifs que offensifs, c'est à eux de faire le travail pour pouvoir, à lui, le laisser l'énergie et la force d'aller tuer l'adversaire. Allez, vous êtes trop énervé, on va arrêter cette émission. Vous êtes trop en tension pour ce mardi. C'est le début de la semaine. C'est la trêve, effectivement. On va avoir du mal à finir la semaine. Calme. Justement, la suite du BDS, ça sera demain soir avec Christian Cataldo, le responsable des Dodgers, qui sera l'invité du bar des supporters. Ça sera dans les studios à Marseille. Merci les frérots, vous avez été formidables. Merci Jaco. Merci Marco. Merci mon Steph. C'est bon là, toujours un plaisir. Très très bien. Belle fin d'après-midi sur Maritima et à demain 18h.